Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études psychanalytiques. Collection dirigée par Alain Brun et Joël Bernat. La collection Études psychanalytiques veut proposer un pas de côté et non de plus, en invitant tous ceux que la praxis, théorie et pratique, poussent à écrire ce hors chapelle, hors école, dans la psychanalyse. Dernière parution. Joseph Roussel, dire, Psychanalyse et écriture, rencontre avec Pascal Quignard, 2015. Elisabeth Leclercrazavet, Georges Haberberg, Dominique Wintrebert, L'enfant et la féminité de sa mère, 2015. Laurent Souleyrol, Les mémoires d'une aliénée d'Ercily Rouy. Vers de nouvelles perspectives, 2015. Peggy Davainbergeot, La question de Dieu en psychanalyse. Naissance et mort de Dieu, 2015. Claude Raphaël Samama, Le spirituel et la psychanalyse, 2015. Jean Godebski, Le tout dernier enseignement de Lacan. Un renouvellement de la clinique, 2015. Daniel Lysk, dire, Les mots du corps sur le divan. Perspective psychosomatique, 2015. JGAVELLO, Freud, L'inavouable secret, 2015. Lucien Tenenbaum, D'autres psychotiques que moi. Images de la psychose ordinaire en thérapie et ailleurs, 2015. Catherine Bronnimann, La robe de Psyché. Essai de lien entre psychanalyse et vêtements, 2015. Henri Milocq, La trajectoire du désir. De Jacques Lacan à Thérèse d'Avila, 2015. Éric Champ, Anne Fraisse, Marc Tocquet, L'analyse psycho-organique. Les voies corporelles d'une psychanalyse, 2015. Valérie Blanco, L'effet divan, 2014. Frédéric F. Berger, Symptômes de l'enfant, enfant symptômes, 2014. Soti Griva, Crime en psychothérapie. Avoros, 2014. Une lettre volée à Rimbaud. Cher monsieur. Charleville, 13 mai 1871. Vous revoilà professeur. On se doit à la société, m'avez-vous dit. Vous faites partie des corps enseignants, vous roulez dans la bonne ornière. Moi aussi je suis le principe. Je me fais cyniquement entretenir. Je déterre d'anciens imbéciles de collège, tout ce que je puis inventer de bête, de sale, de mauvais, en action et en parole, je leur livre, on me paie en boc et en fille. Stat mate dolorosa, dum pende filius. Je me dois à la société, c'est juste, et j'ai raison. Vous aussi, vous avez raison pour aujourd'hui. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective. Votre obstination à regagner le râtelier universitaire, le prouve. Mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n'a rien fait, n'ayant rien voulu faire. Sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Un jour, j'espère, bien d'autres espèrent la même chose. Je verrai dans votre principe la poésie objective, je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez. Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris. Travailler maintenant, jamais, jamais, je suis en grève. Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire je pense. On devrait dire on me pense. Pardon du jeu de mots. Je suis un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon et nargue aux inconscients, qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait. Vous n'êtes pas enseignant pour moi. Je vous donne ceci, est-ce de la satire comme vous diriez ? Est-ce de la poésie ? C'est de la fantaisie toujours. Mais je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon ni trop de la pensée. Le cœur supplicié. Mon triste cœur bave à la poupe. Ça ne veut pas rien dire. Arthur Rimbaud. À Rimbaud, œuvre complète, La Pléiade Gallimard, 1963. Adresse au lecteur. Voici donc cette lettre d'Arthur Rimbaud proposée au lecteur comme préface à cet essai. Elle était adressée à son professeur Isambard à Douai. C'est une lettre de rupture et de colère à peine rentrée,
à l'intention de ce professeur de versification latine devenu son ami. À 15 ans, Rimbaud publie sous son contrôle des poèmes en hexamètre dactylique. 2 obtient le premier prix du concours académique en 1869. Une lettre d'adieu à cet enseignant si prestigieux. Il dénonce le discours universitaire, académique, le discours du maître. Il s'engage dans un discours social. On se doit à la société, mais en renonçant à la poésie subjective pour une poésie objective. Une poésie de travailleurs, non pas un travail productif. Je suis en grève du capitalisme, mais un travail pour me rendre voyant afin d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens, en quelque sorte un travail analytique qui cherche à voir l'invisible et à l'apostrophe inconnu et qui produirait un discours subversif à contresens, où tout pourrait être dit et entendu, sans jugement par rapport au bon sens et aux règles établies par la société, une lettre de fin de cure avec liquidation du transfert pour un transfert de travail. Ces textes sont l'expression d'un travail, d'une liquidation, d'un refus de la psychanalyse dans ce qu'elle pourrait avoir de dogmatique, d'aliénant, de sclérosant pour la pensée et la pratique. 4 chapitres pour réunir les interrogations sur cet « autre jeu », à travers un cheminement personnel et professionnel à la recherche d'un savoir chaque fois promis et toujours espéré. La psychanalyse en analyse s'interroge sur elle-même, sur sa pertinence à résoudre les problèmes psy, sur sa place et sa modernité dans la cacophonie des thérapies proposées. La femme et la psychanalyse tentent d'explorer ce continent noir qu'elle était pour Freud. Lacan éclaire sa singularité face à l'homme. Les mœurs et la médecine d'aujourd'hui changent le rapport de la femme à l'autre. Médecine et psychanalyse participent au défrichage du signe, du symptôme et du signifiant qui sont les lettres du sujet souffrant. Cette démarche questionne la demande du sujet qui serait désir d'aller mieux, et interroge la volonté de l'analyste qui serait désir d'être thérapeute. Dieu et la psychanalyse, qu'ont-ils à faire ensemble dans un monde en guerre où Dieu sert de prête-nom à la barbarie? La lettre volée est une nouvelle d'Edgar Poe traduite par Baudelaire. Lacan la commande dans les écrits pour en faire la métaphore d'un objet perdu, qui serait l'objet même de la cause du désir. La cause de la psychanalyse, de la femme, de la médecine, de Dieu, motive la réflexion et ouvre à la recherche. Rimbaud termine sa lettre par « Je est un autre », phrase clé qui éclaire la lettre et introduit à la psychanalyse. La psychanalyse peut, pour le monde d'aujourd'hui, elle aussi être une autre. La psychanalyse en analyse. La reprise de l'analyse, dans un examen lui-même analytique, est une démarche qui révélera sa fécondité à propos de la technique, comme elle l'a révélé à propos des textes cliniques de Freud. J. Lacan, Les écrits techniques de Freud, 1977. Depuis l'invention de la psychanalyse, il y a plus de 100 ans, les exégètes et bien d'autres, bienveillants ou malveillants, parfois très malveillants, déversent leur haine sur Freud, Lacan et d'autres analystes. Ils se sont interrogés et s'interrogent encore sur la pertinence des concepts énoncés dans le discours, et sur l'efficacité mise en œuvre dans la pratique. La psychanalyse elle-même interroge et s'interroge encore. L'inconscient est une énigme qui comporte, comme toute énigme, une question et une interprétation. Qui d'autre que le psychanalyste peut entendre la vérité du sujet? Cette interrogation, venant d'un psychanalyste, laisse entendre dans son énoncé une affirmation. Le psychanalyste serait le seul à pouvoir entendre la vérité du sujet. La forme interrogative maintient le doute. Qui d'autre que le psychanalyste peut entendre la vérité du sujet? Cette position d'exception n'est pas sans condition pour être tenue. Ils sont nombreux à revendiquer la place d'un savoir sur le sujet, et d'un savoir y faire avec lui, les scientifiques, spécialistes, experts, professionnels en sciences humaines, des ethnologues aux psychologues en passant par les publicitaires. On les connaît bien. Ils saturent le terrain médiatique, tout l'espace et le temps des médias, occupant la place de médium. À quelles conditions le psychanalyste serait-il le seul à entendre la vérité du sujet? Quelle vérité? Quel sujet? Quel psychanalyste? Dresser la liste de ces conditions, établir le cahier des charges du psychanalyste, bon entendeur, nous conduit à lire les œuvres complètes de Freud, les 25 séminaires et les écrits de Lacan. L'un et l'autre n'avaient qu'une seule visée, entendre la vérité du sujet. La première révolution scientifique de la psychanalyse est la mise en cause de la vérité de la connaissance. La pertinence du savoir sur soi est mise en doute.
Les sciences humaines et les philosophes mettaient en doute la perception du sujet dans son rapport au monde et hors du monde. Avec Freud, l'inconscient devient un acteur de notre vie. Non plus un concept, mais une force agissante, dit Freud, un opérateur logique de la structure, dit Lacan. La reconnaissance de cette force agissant à l'insu du sujet et structurée comme un langage fonde la théorie, la pratique et parfois les institutions de la psychanalyse, ce qui la met en état de crise permanent. Les salles d'attente sont devenues trop grandes. Les institutions marginalisent les psychanalystes face aux cognitivo-comportementalistes. Le postmodernisme ne reconnaît comme vérité que ce qui est utile, efficace, évalué. Il semble que certains psychanalystes vivent aujourd'hui un certain malaise qui leur fait craindre ou espérer la clandestinité, l'exil ou la possibilité d'une île. La tentation est grande d'actualiser la psychanalyse au postmodernisme utilitaire et numérique. Il s'approche souvent pour s'osmoser de l'anthropologie, de la sociologie, de l'économie politique ou même de la psychologie. Cette démarche se fonde sur une égopsychologie adaptative au monde environnant du travail et de la société, égopsychologie, déployée par Chris Hartman et Loewenstein aux États-Unis. Il propose une théorie du moi aux dépens d'une théorie du sujet. Une certaine façon de concevoir la fonction de l'ego dans l'analyse n'est pas sans rapport avec une certaine pratique de l'analyse qu'on peut qualifier de néfaste. Les pouvoirs publics ont orchestré le psychodrame de l'accréditation des psychanalystes par l'Agence régionale de santé. Elle leur demandait, afin d'être inscrits au registre des psychothérapeutes pour ne pas être accusés d'exercice illégal de la médecine, de renoncer ni plus ni moins au statut d'analyste pour devenir thérapeute, c'est-à-dire guérisseur, le but attribué à l'exercice analytique étant de guérir. Les médecins eux-mêmes ne sont pas assujettis à l'obligation de guérir, seule l'obligation de soin est exigée. Alors ce fut pour ceux qui refusaient de faire de la psychanalyse une thérapie un véritable cas de conscience, de solliciter un laissez-passer là où la pertinence de la passe était contestée. Il fallait s'intégrer dans la société des psychothérapeutes, en abandonnant ou masquant le signifiant « analyste ». La psychanalyse devenait la psy comme la philosophie était devenue la philo, en perdant dans les magazines, les cafés ou les médias la Sophie de la sagesse du « connais-toi toi-même », qui devait subvertir le discours ambiant. De quels outils les psychanalystes disposent-ils pour entendre la vérité du sujet de l'inconscient, la vérité qui parle ? Faut-il entrer directement dans l'inconscient par l'hypnose ? Faut-il accompagner, orienter le discours, le guider, le coacheur, le manager dans la recherche des souvenirs vécus comme des traumatismes par la suggestion ? Faut-il déclencher des réactions émotionnelles intenses provoquant une décharge affective par la catharsis ? Hypnose, suggestion, catharsis ont vite été abandonnés par Freud. Il les jugeait inefficaces, inconstantes, fugaces, violentes. Ces méthodes délaissées et critiquées par Freud ont aujourd'hui un succès grandissant, tant par leur nombre que par leur terminologie pseudo-scientifique. Elles évoquent les ressorts les plus mystérieux du corps et de l'esprit. Il est navrant que ces méthodes se réfèrent toutes à la psychanalyse, soit dans leur appellation, soit dans l'exposé de leurs fondements théoriques. Elles ne respectent en rien, ni la visée d'une analyse, ni les principes rigoureux de la pratique, indispensables à son efficacité. Freud propose un espace analytique délimité par le divan, le fauteuil et la règle fondamentale. Cette règle renforce la tendance naturelle du langage à laisser échapper les formations de l'inconscient par la méthode de la libre association. L'analysé est invité à dire ce qu'il pense et ressent, sans rien choisir et sans rien omettre de ce qui lui vient à l'esprit, même si cela lui paraît désagréable à communiquer ou ridicule ou dénué d'intérêt ou hors de propos. Comme c'est simple et comme c'est difficile, peut-être l'exercice le plus difficile. Il tente de vaincre le refoulement, la résistance, le transfert. Laplanche et Pontalis font 2 remarques. Tout dire met le sujet dans une situation d'acting out qui canalise par le langage les émois, les souvenirs, les impressions corporelles. Ici, c'est la parole qui a son effet cathartique et l'acting out, à l'inverse du passage à l'acte, a une adresse, le psychanalyste qui écoute. Cette règle est plus qu'une technique d'investigation, elle structure l'ensemble de la relation analytique. Jacques Lacan disait « Phénoménologiquement, la situation analytique est une structure et par elle, et elle seulement, certains phénomènes sont isolables et repérables.
Il voulait dire par là que seule la situation analytique est apte à faire surgir l'inconscient dans cet espace, lieu des signifiants, là où le sujet est représenté pour un autre signifiant d'où une vérité s'échappe, là où la demande transforme le besoin en désir. Dans cet espace se constitue le sujet et sa vérité. C'est là que la double fonction de la parole est maintenue, médiation et révélation. C'est là que tout se joue, sans être un jeu de scène. On n'est pas dans la représentation, on est sur l'autre scène qui fait de la résistance et du transfert l'efficace de la cure. Que penser des jeux de rôle, des psychodrames, des matchs d'improvisation ou autres représentations, qu'elles soient masquées, filmées ou clandestines, même avec le consentement des participants? On peut rejouer avec des amateurs les séries américaines 6 Feet Under ou In Treatment pour se faire plaisir, mais certainement pas au nom de la psychanalyse de Freud et de Lacan. Ces pratiques entraînent les participants aux débordements inévitables du transfert sur des metteurs en scène devenus autres de l'autre. Voulant faire du neuf, ils donnent une image archaïque de la psychanalyse. L'engagement personnel nécessaire, dans les écoles ou associations analytiques, devrait prévenir de ces dérives qui ne sont que des forçages de la résistance du sujet, qui seraient donc suspectés de mauvaise foi. Je crois être précis en qualifiant ce style analytique d'inquisitorial. L'image de la psychanalyse a évolué. Les 30 glorieuses des années Lacan rendaient la psychanalyse indispensable aux psychiatres, aux psychologues, aux névrosés, aux artistes, aux intellectuels, aux politiques. On s'offrait le luxe d'une analyse. À l'annonce de sa qualité, le psychanalyste se voyait gratifié d'un regard de respect, de crainte et d'admiration. Il était l'intellectuel des intellectuels, le savant de l'âme, le passeur d'angoisse, le révélateur de l'être. Aujourd'hui il reçoit bien souvent le dédain des scientifiques et des esprits forts de leur certitude. Il reçoit le mépris qu'on accorde aux cartomanciens, aux membres de sectes. C'est un SDF non dupe. Il erre d'école en association pour se faire inscrire dans un annuaire. C'est un sans-papier, sans certificat d'aptitude, sans diplôme garantissant ses compétences. Cependant aujourd'hui, la psychanalyse est devenue pour beaucoup une nécessité. Elle n'est plus réservée à une élite bourgeoise ou intellectuelle, elle s'adresse à l'homme sans gravité. Les rigidités du cadre, de la durée et du rythme des séances, les exigences tarifaires méritent d'être adaptées pour que chacun désirant faire une analyse puisse la faire, non pas sans effort et sans contrainte, mais dans le respect de sa demande. Quelle vérité? Quel sujet? Quel psychanalyste? C'est l'analysant qui fait le psychanalyste, qui le met en position de sujet supposé savoir quelque chose de l'inconscient. Tout supposé qu'il soit, il n'est pas sans savoir qu'il occupe une place vide. On dit communément que l'analyste ne s'autorise que de lui-même, et l'on ajoute, et de quelques autres, pour tempérer l'autoproclamation. Alors, quel psy choisir pour se faire entendre? Un psychothérapeute à la mode? Un psychanalyste SDF et sans papier? Pourquoi ne pas prendre le risque d'une psychanalyse sans crédulité, et s'engager dans la croyance à l'existence de l'inconscient, adhérer à un discours qui ne serait pas que du semblant, loin de la dérision, du cynisme, de la duperie, en évitant l'escroquerie qui ferait prendre les messies pour des lanternes? Qu'est-ce qu'un bon psychanalyste? Y aurait-il de mauvais psychanalystes? Question perfide à laquelle l'un d'entre eux très pertinent a répondu. Un bon psychanalyste, c'est celui qui n'empêche pas son analysant de faire son analyse. Mais quelle analyse, l'analyse de l'analysant ou celle de l'analyste? On pourrait reconnaître un bon analyste à ses fruits transférentiels en fin d'analyse, mûr et tombé de l'arbre sans être cueilli ou recueilli, identifié ou non à la singularité de l'analyste. On choisit son analyste dans une perspective de fin d'analyse. C'est l'analysant, le plus souvent à son insu, qui détermine le champ, le territoire et la durée de son analyse. Il apporte, dès la première rencontre, son symptôme et l'ébauche des manifestations de son désir. Analyse didactique, analyse pure, analyse en intention, analyse en extension, il n'y a pas de cure type. L'analyse comme science est toujours une science du particulier. La réalisation d'une analyse est toujours un cas singulier. L'échec et l'abandon de la passe continuent de poser des problèmes pour la formation des analystes. Que serait une école qui exigerait de ses adhérents un travail au pair exclusif, qui se refuserait à reconnaître ses propres membres comme analystes, s'ils le désirent, les reconnaître ou les récuser?
Il arrive que des analystes deviennent des experts, parfois contre leur gré, quand le discours tourne en discours du maître. Le psychanalyste a horreur de son acte, dit encore Lacan, quand il est convié à reconnaître comme analyste un candidat désirant devenir analyste. C'est une frustration que d'occuper la place d'un autre comme substitut ou prostitut, place de l'autre comme vide pour laquelle il se fait payer avant d'être mis au panier, alors que chaque demande d'analyse est une manifestation de crise. La crise de la psychanalyse. Quelle crise concerne le psychanalyste? La crise intérieure du sujet? La crise extérieure de la société? La crise de la psychanalyse elle-même? Le mot qui domine la sémantique contemporaine, c'est la crise. Elle est déclinée dans tous les registres de la vie collective. Elle nomme les contradictions où s'enferre la société tout en faisant en principe signe vers un dénouement. Elle est alors conjoncturelle. Elle devient structurelle lorsqu'aucune issue n'est à l'horizon. Notre nihilisme, la peur d'un vide absolu sans espoir, refoule le terme de nihilisme. On parlera plutôt de déclin, de mélancolie, de décadence et l'on tentera de combler le vide par de multiples addictions. À la question « Qu'est-ce que le nihilisme ?», Nietzsche répondait « Que les valeurs supérieures se déprécient ». Sans vouloir opposer Camus et Malraux, nous sommes étrangers à l'espoir. C'est la chute des chaînes qu'on abat. C'est notre nihilisme. Un petit mot de rien, qui baigne notre quotidien. Non pas le grand mot des philosophes du grand vide et du néant, ni le gros mot des psychanalystes amoraux et ou athées. Non, c'est notre nihilisme ordinaire qui conserve des idéaux pour les vies publiques et privées, mais qui empêche d'en valoriser certains aux dépens des autres. Un refus de choisir. Choisir, c'est renoncer, mais on ne veut rien laisser, alors on s'abstient. On est paralysé par le froid de l'indifférence et de l'indifférencié. On est à l'étal, entre le flux et le reflux comme disent les marins. Pour quelle croissance? Pourquoi grandir? Nostalgie d'une adolescence de tous les possibles. Avons-nous besoin des contresens que sont les addictions de tout genre, pour exorciser les non-sens d'une vie sans perspective, absurde? Contrairement à ce que l'on entend ou lit, la crise n'est pas une perte de sens, qui serait l'absurde, ni une disparition des repères symboliques, qui serait une perte de langage, alors que les langages se multiplient. Elle est une perte des certitudes face au modèle unique de l'efficience. Elle est le signe d'une incapacité à juger à l'aide d'autres critères que ceux fournis par les mathématiques. La crise est la difficulté, voire l'incapacité, de choisir entre des valeurs toujours présentes mais tombées de l'échelle, offertes en vrac et souvent impossibles à appareiller dans la pratique, quand aucune hiérarchie ne les organise. Difficulté de choisir ce qui est bon pour soi. C'est l'heure des compromis et des consensus qui accentuent le manque. Pour exemple, la famille est la valeur incontestée. En tête dans tous les sondages d'opinion, elle doit être unie dans un nous idéal. La voici néanmoins décomposée, aux dépens d'un idéal du moi. Cette crise-là retient l'attention des psychanalystes près du divan. La difficulté, voire l'impossibilité d'un choix, génère l'angoisse d'un sujet face à une liberté qui lui ouvre tous les possibles de la jouissance et provoque le malaise dans une civilisation qui peine à choisir entre liberté, égalité, laïcité. La psychanalyse aurait-elle une part de responsabilité dans la crise? Si la crise est considérée comme un bouleversement de l'échelle des valeurs, rendant difficile ou impossible le choix d'un projet de vie exprimé par la reconnaissance et la mise en œuvre d'un désir, alors oui, la psychanalyse y a participé. La révolution freudienne de l'inconscient a bouleversé la pratique de la psychiatrie et de la psychologie, mais a aussi nourri le discours culturel, intellectuel et social. La révolution du jeu est un autre, subvertit les idées reçues, ce que je dis n'est pas le vrai du vrai. Ce que je sais n'est pas la vérité de la connaissance. Le soleil ne tourne pas autour de la terre. La première découverte de la psychanalyse fait de la connaissance une incertitude. La valeur du savoir sur soi est mise en doute. Les sciences humaines et les philosophes mettaient en doute la perception du sujet dans son rapport au monde et hors du monde. L'inconscient dont on ne sait rien devient un acteur de notre vie, une force agissante dit Freud, un opérateur logique de la structure dirait Lacan. La deuxième découverte est que la nature humaine n'est pas telle qu'on la croyait. Les enfants d'abord ont perdu leur innocence et leur pureté. Dès la tétée, ils s'essayent à la sexualité.
Fini la blancheur et les limbes de l'enfant. Le besoin n'est pas la demande. Les hommes et les femmes ne sont pas uniquement guidés par la recherche du beau, du bien, du bon. La pulsion est sexuelle et elle est refoulée. Alors sous les pavés de l'autorité, la plage du désir sur lequel on ne cède rien. Jouir à tout prix d'objets multiples et interchangeables dans un monde sans limite aux échos d'un narcissisme qui n'en finit pas de se réfléchir. La psychanalyse est une entreprise de déconstruction, la déconstruction des illusions. Lacan propose une version de ce que serait la visée d'une analyse, guérir le sujet des illusions qui le retiennent sur la voie de son désir. C'est une guérison paradoxale qui met le sujet en état de crise, en le libérant de ses illusions pour qu'il advienne à lui-même. Dans un nouveau siècle des Lumières, la psychanalyse, en référence à la raison, fait de l'athéisme la pointe de sa recherche. Nos dieux sont faux et profèrent un discours qui, loin de libérer l'homme, l'assujettit. La culture, les systèmes d'organisation sociale, les religions sont à réévaluer dans leurs fondements. Même Moïse est un trompe-l'œil. Les contes de fées sont des règlements de compte, en réponse à la dette induite par nos pulsions incestueuses, mortifères ou cannibales. La belle au bois dormant se demande au réveil, « Tchevoy ? Où est passée la chose ? Où est l'objet petit a ? Où est l'autre de l'autre ?» La théologie négative du grand autre, qu'il faut savoir utiliser à condition de pouvoir s'en passer, relève aussi de l'avenir d'une illusion. La psychanalyse est-elle en crise ? À la crise identitaire des psychanalystes, s'ajoute une crise conjoncturelle de la psychanalyse partout mise en cause. Le développement des neurosciences et des thérapies cognitivo-comportementales fait science, car elles revendiquent efficacité, rapidité, transparence, évaluation. Il est impossible de mesurer les effets de la cure analytique sur les analysants et leur mal-être. Impossible d'évaluer les compétences et les capacités à entendre les candidats à devenir psychanalystes. La transmission de la psychanalyse, la formation et l'habilitation des analystes posent toujours un problème non résolu encore aujourd'hui. La psychanalyse pourra-t-elle garder son crédit ? Pourra-t-elle continuer à être reconnue d'utilité publique ou privée ? Le décret d'interdiction de la psychanalyse dans la prise en charge de l'autisme entraîne toute la psychanalyse vers une clandestinité tout à fait prévisible, clandestinité qui ne manquerait pas de renforcer l'image sectaire parfois perçue dans l'imaginaire médiatique. La lecture des textes est laborieuse. Le langage est hermétique, incompréhensible. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.